Bienvenue dans ce nouveau podcast Retour vers le début avec mon premier invité, Elie Semoun. Merci déjà Elie d'avoir accepté d'être le premier. Tu peux dire un de tes premiers amis. Aussi, tout à c'est fait. vrai, Voilà. si ce n'est Moi, un je des sais meilleurs. que tu en as plein, mais on va dire que je suis en Le même plus temps fiable. ton premier client et un de tes amis. C'est vrai. Donc voilà, Un de le mes plus fiable. proches J'ai amis. dit oui tout de suite sans savoir. Hein. Mais c'est vrai. Ça se trouve, là, j'ai l'impression, je suis dans une petite pièce, j'ai l'impression que c'est une garde à vue. Mais Bah, je vais avouer des trucs. Peut-être que je vais le regretter. T'as vu, j'ai tamisé les lumières et tout exprès pour que tu te livres. Ouais. Et encore, j'aurais pu tirer le rideau. Heureusement que tu n'es pas hétéro. Parce que je pourrais commencer à flipper. Exactement. Bon, tout va bien, on est tout va bien. en terrain neutre. Ouais. Donc, c'est le premier, c'est vrai. Tu es donc mon premier invité de ce podcast qui ne sert qu'à parler des débuts des gens qui font le cinéma actuellement. Donc, on te connaît, donc je ne vais pas revenir, même si je peux quand même parler avant de démarrer sur les débuts, sur l'actualité fraîche. En ce moment, tu es en plein montage du 5e du Cobu. Oui, je suis en plein que les trucs en âge. Montage, étalonnage, mixage, doublage. Là, je ne sais pas quand va être diffusé le podcast, mais samedi 13, on va faire janvier, ouais. on va faire une projection test du Cobu, donc qui sera mon 3e film comme réalisateur. Et on va le présenter à l'UGC Bercy devant des familles, des enfants, puisque c'est destiné à un public familial. À ce public-là. Ouais. Et puis on va voir, ils vont répondre à un questionnaire, puis on va voir si on ne s'est pas planté. Je pense pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, les projotests servent justement à montrer le film à un public lambda et de recueillir leurs sentiments pour pouvoir le modifier encore après. Et puis quand je vais assister à cette projection, mais je vais me planquer parce qu'ils me connaissent par cœur. Je vais me planquer, j'arriverai quand le film va commencer. Oui, pour pas les influencer. Sinon, ça va les influencer, c'est sûr. C'est sorti le 3 avril 2024. Ouais, exactement. Donc, du Cobu très 5. rapide. Ouais, ça passe vite. On a tourné on a fini presque mi-octobre. Ouais. Et parce que j'ai tourné avant toi et le mien dingue, sort après. C'est incroyable. Donc c'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. Bah écoute, c'est bien. Efficace. Ouais. Voilà, efficace. Ton dernier spectacle, Elie Semoun et ses monstres, qui est dispo sur MyCanal. Et tu me disais hors antenne aussi, là, l'actu fraîche, c'est que tu écris le prochain. Ouais, ça fait. En fait, je pense que tu sais ce que c'est, mais nous, les artistes, on a peur du vide. Et là où on est le plus heureux, c'est dans les périodes de création. Et je me lamentais depuis 1 an. Bon, en 1 an, j'ai quand même fait du théâtre et puis j'ai réalisé un film, mais quand même, j'avais pas de projet. Pas de projet de film. Tu vois, j'envie ces réalisateurs qui ont toujours un film d'avance ou 2 ou 3 films d'avance, ça existe. Et moi, non. Et donc, je me disais, mais merde, qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que je pourrais inventer? Et là, j'ai été voir Roman Fressinet en spectacle à l'Olympia. J'ai vu Ahmed Sparrow en première partie. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un flash. Ah bon? Et je me suis dit, tiens, allez, je vais écrire un spectacle. De stand-up. Un peu dans le style. Ouais, je pourrais pas me détacher de mes personnages parce que je les aime tellement. Et on les aime tellement. Et, les gens les. Donc, tu vois, on a plus un rapport affectif à des personnages qu'à des vannes. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, regarde, j'ai mis le pull Bongour. Exactement, c'est adorable. Et donc voilà, c'est parti. Ça fait une petite semaine que j'écris et que tous les jours, je reviens sur les premiers textes et je repasse dessus et j'améliore des phrases, etc. Donc, je suis très heureux. Eh ben, écoute, j'ai hâte. Ça me remplit de joie. Hâte de voir ça. On est le 11 janvier à l'heure où on enregistre ce podcast Retour vers le début. Et puis, on va voir combien de temps ça met à mûrir tout ça. Parce que ça met un temps fou. Les gens ne se rendent pas compte du travail. Non, pas du tout. Donc, c'est pour ça. C'est parfois 1 an d'écriture. Hein. Ouais. Et pour faire carrière, les gens ne se rendent pas compte parfois du temps que ça nous met, que ça nous prend pour mettre un petit pied dans le métier ou par-ci par-là. Donc c'est pour ça que ce podcast sert à peut-être donner des espoirs aux gens qui pensent que c'est impossible. Ou du désespoir. Ou du désespoir, on verra. J'espère pas. Mais alors donc le Elie Semoun qu'on connaît, il vient d'où ?
il est né à Paris, il vient d'Antony, banlieue parisienne, dans le 92. Octobre. Je suis né le 16 octobre 63 à Paris. Ouais. Et j'ai vécu à Antony. Et à Antony, on était dans une cité. Il y avait ma sœur Anne, mon frère Laurent, ma maman, mon père. Après, maman est morte quand j'avais 11 ans d'une maladie ça a été très rapide. Quel milieu social tes Alors, parents maman, prof de français, et papa, travaillant à la poste. Ok, donc plutôt modeste. Fonctionnaire modeste. Lui, il se levait à 6h du matin et puis il rentrait en fin de matinée, en début d'après-midi. Ah voilà. Ouais. Et il faisait la sieste et puis après, voilà. Ma mère venait avec souvent des mal au crâne parce qu'elle travaillait avec des classes difficiles, c'est des troisièmes techniques et tout ça. Enfin bref, c'était des enfants difficiles. Ouais. Donc c'était compliqué pour elle. Et moi j'étais une sorte de mini-artiste. Je lisais pas mal. Il y avait beaucoup de bouquins à la maison. Alors, j'ai commencé comme tout le monde par les Oui-Oui les petits et par les Fantomettes et le Club des 5. Et après, j'ai attaqué... j'ai lu Le Grand Maulne de Alain Fournier. Je ne sais pas si tu connais ce livre. Je ne l'ai pas lu, mais je le connais. En fait, Alain Fournier est mort pendant la guerre de 14. Ouais. Il a fait une œuvre dans sa vie. Le Grand Maulne. Le Grand Maulne. Et un chef-d'œuvre absolu. Le livre que tous les adolescents devraient lire. Tu avais quel âge quand tu l'as lu, toi ? Je ne sais pas, 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. On te l'avait offert ? Tu l'avais acheté ? Non, je pense que je l'avais acheté. Il y avait pas mal de bouquins à la maison. Ouais. Et voilà. Et... pour aller rapidement, je tombais amoureux toutes les semaines. J'écrivais des poèmes. Je me rappelle avoir retrouvé des cahiers où j'écrivais des poèmes à Madame Perrutel, qui était ma prof de français. Ah, incroyable. Qui était belle, blonde aux yeux bleus. Et comment elle réagissait, Madame Perrutel ? Je me rappelle plus. Je sais pas si je lui avais montré. Mais tu as encore ces poèmes ou tu les as retrouvés ? J'ai encore c'est vrai ? Je les ai retrouvés dans des cahiers. C'était drôle. Et là, j'écrivais sur l'automne, les feuilles. Les feuilles qui tombent. J'avais 11 ans, ma mère venait de mourir, je pense. 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Comment tu vis alors cette épreuve ? Très bien. Hein. Non, mais je veux dire, est-ce que tu te renfermes ? Est-ce que justement tu te plonges dans l'écriture ou est-ce que... Parfois on me demande, mais comment vous avez commencé ? Pourquoi vous avez eu envie de faire rire ? J'ai envie de dire, c'est parce que ma mère est morte. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Enfin... les plus grands artistes ou les plus petits, leur vocation, elle est née d'un drame à chaque fois. C'est vrai. Hein. Donc moi, mon drame, ça a été la perte de ma mère, qui a été un choc gigantesque. Et je me suis jeté dans les livres, dans la déconnade, parce que j'étais le petit déconneur de mon école. Comme j'étais petit... on m'associait à des filles qui étaient plus petites que moi. J'ai jamais vécu de harcèlement ou quoi que ce soit. Ouais. J'adorais l'école. Mais tu dirais que faire rire, c'était un moyen peut-être d'attirer l'attention ou c'était dans ta nature profonde déjà, tu crois ? C'est même pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Oui, d'attirer l'attention, de faire l'idiot. J'écrivais des... Je te dis, j'étais passionné de poésie et de littérature. On va dire que j'étais un artiste en herbe, quoi, un petit artiste. Et alors, justement, quand on est enfant, dans ces eaux-là, vers 11-12 ans, on commence déjà à se projeter dans un avenir. Est-ce que déjà, à ce moment-là, tu te disais, je veux faire... Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais ça n'existait pas. Garçon ? Rabbin, chirurgien, pas du tout... artiste. À mon époque, le fantasme, c'était pas de devenir comique. Maintenant, c'est le fantasme de beaucoup de jeunes, ouais. Ah, c'est fou. C'est aussi une porte de sortie pour beaucoup de leur milieu. Ils se disent que c'est peut-être un peu plus facile maintenant qu'avant, quoi. Non. Et pourtant, non, parce qu'il y a de plus en plus de gens. Je crois que c'était plus facile à mon époque. Parce qu'on était 3 ou 4, hein, pas plus. Hein. Mais justement, c'était pas plus dur d'intégrer ce milieu. Comment, en fait ? Déjà, qu'est-ce qui t'a donné ? Parce qu'on avait notre originalité. Toi, envie. Ça a été quoi l'élément déclencheur ? Ça a été un bouquin, un film, un artiste ? En fait, j'ai rencontré...
J'ai passé mon bac, j'ai rencontré Muriel Robin quand j'avais 19 ans. Ouais. J'étais engagé par un metteur en scène qui s'appelait, malheureusement il est mort, Roger Louret. Ouais. J'étais engagé dans une troupe dans le sud-ouest, les Baladins en Agenais. Juste sur ma bonne gueule, hein, j'avais jamais rien fait, je sortais d'un cours de théâtre. Comme ça, et c'est là-bas que tu rencontres Muriel. Et je rencontre Muriel, et j'étais très mauvais. C'était une pièce classique qui s'appelait Les Folies amoureuses de Jean-François Régnard. Ça te va bien. Et... ouais. Et j'étais pas très bon, je faisais le con. Je faisais tellement le con qu'il y a 2 mecs qui se sont barrés de la troupe, qui se sont barrés. Parce à cause de moi. qu'ils ne te supportaient plus. Parce que je faisais le con, parce que sur scène je les imitais, enfin je faisais n'importe quoi. Ouais. Et un soir, on fait 300 ou 400 km pour aller jouer dans une ville. J'étais crevé, je lâche prise et je joue super bien. En tout cas, j'écoute mes partenaires. Pourquoi ? Parce que j'étais plus en contrôle et j'artificialisais pas tout ce que je faisais. J'étais sincère. Et je me rappelle que Muriel m'avait dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et malheureusement, c'était les 2 dernières. Ah. On avait joué 45 fois et les 43 sur, fois, je me révèle sur la fin. Ah ouais. Et je peux dater ce moment. Je peux dire que là, c'était vraiment mes débuts. Je suis devenu comédien ce jour-là. Et après, je rentre à Paris. Je m'inscris dans des agences de pub, genre, je sais pas si ça existe encore, l'agence D, l'agence Coccinelle. Ouais, Coccinelle, et je fais je me souviens, pour enfants. Voilà. Bon. Ouais, enfin, j'étais pas enfant à l'époque. Pourtant, mais moi, je me souviens qu'il s'était lancé dans les... Mais je sais pas si elle existe encore. Ouais. Bah, j'en sais rien. Donc, t'envoies... Et donc, je fais des pubs. Comment tu t'inscris dans cette agence ? J'envoie des photos. Ouais, comme ça, donc tu vas au culot. Ouais. Parce que toi, au culot, non, moi, je suis pas le genre à faire... Non, je connais personne. J'ai Patrick Bruel, qui est un cousin éloigné de la famille, mais il m'a jamais... Jamais filé de coup de main. Non, mais je lui ai jamais rien demandé non plus. Ouais. Mais... Et donc, j'envoie les photos et on m'appelle pour faire des castings de pub. Et comme je fais le con et que j'ai une bonne tête et tout, bah, ça marche. Et puis, je suis engagé pour faire une série qui s'appelle Vivement lundi. C'était un sitcom. C'est Téléimages qui produisait ça. Téléimages, ils produisaient Marc et Sophie, Vivement lundi, et encore d'autres merdes. Je sais plus lesquelles. D'autres merdes. Tu penses que c'est de la merde ? T'as commencé par des trucs un peu... Non, mais c'était un peu... c'était pas d'une grande profondeur, quoi. Ouais, mais bon, c'est des trucs qui passaient avant l'émission d'Anne Sinclair, 7 sur 7. 7 sur 7. Et ça avait... l'audimat était fou. Mais attends, parce que donc, tu passes ton bac, quel bac ? Le bac littéraire. Bac littéraire. Là, quand tu fais tout ça, t'es étudiant ? Je fais une année de lettres modernes. D'accord. Mais j'y vais pas. Et je suis engagé... Et je suis engagé en septembre, je sais plus quand, pour faire la pièce de théâtre. Ouais. Et entre-temps, je rencontre Dieudo. Voilà, dans les années 89-90, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme lui était de banlieue et que je l'étais aussi... c'est un copain à moi, Gilles, qui me dit dans ma classe, il y a un mec, mais à pisser de rire. Élie, c'est vraiment un mec pour toi. Vous allez vous entendre. Incroyable. Et on se rencontre, salut. Je me rappelle très bien, c'était à Vissou, chez Gilles, justement. Et il était écroulé sur un canapé, il faisait le con. Et on s'est tout de suite, on a eu un coup de foudre immédiat. Et lui faisait quoi à ce moment-là ? Il était déjà dans le milieu aussi un peu ? Pas du tout. Moi, j'étais dans le milieu, mais lui, pas du tout. Donc, toi, tu avais fait des pubs, tu avais joué dans cette série Vivement lundi. Je jouais dans la série Vivement lundi et lui, il vendait des bagnoles. Ok. Déjà, il était commercial. Des bagnoles volées ou des vraies bagnoles ? Non, il était à Massy-Palaiseau, chez un concessionnaire. Ok. Et il a quel âge, lui, à ce moment-là ? Alors, lui, je sais pas, on sortait de l'école, donc je sais pas, une vingtaine d'années, quoi. Ok. Donc, et on s'entend tout de suite. Ouais. Et il intègre ma bande de copains. Ouais. Et là, on part en vacances, on fait les cons, mais on déconne tous les soirs, on fume, on fait n'importe quoi. Et tous mes potes me disent, mais c'est pas possible, vous devriez faire des sketchs ensemble, c'est pas vrai. Ah ouais, donc c'est l'idée vient des potes. Allez, tiens, on va faire des sketchs. Ouais. Parce qu'en plus, notre passion, c'était les vieilles bagnoles. Ok.
Moi, j'avais une vieille Dauphine et Diodo, il avait une 504. On adorait les vieilles bagnoles, les bagnoles anciennes. Donc, on était tout le temps fourrés chez les garagistes. Ok. Donc, on se dit, tiens, on va faire un sketch sur un garagiste. Ah, salut. Bah, déjà, on avait des personnages comme ça, toi. Ah, bah, tiens, vous êtes venus comment? Vous n'êtes pas venus avec cette merde, quand même. Oh là là, putain, dis donc, il y en a pour... Puis, un garagiste qui arnaquait un mec. Ouais. Et donc, Et ça donc, part comme ça. Ça part comme ça, tous nos potes étaient écroulés de rire. Ouais. Et puis je dis, tiens, j'ai un copain, Jeff, qui me dit, tiens, tous les dimanches au Café de la Gare, il y a des mecs qui peuvent passer. C'était une association qui s'appelait Le Field, qui Bien existe sûr, encore. je connais bien, ouais, le Voilà. Festival international d'expression libre et désordonnée. Exactement. Ouais. Donc c'est bien parce que je pensais que ça existait plus, donc je me disais, Non, oh, ça putain, je vais existe. encore prendre un coup de vieux. Et alors, pour raconter aux gens, donc le film, Ouais. c'est tu te présentes à 18h Ah oui. et ils prennent, c'est donc une troupe de comédiens Ouais. qui improvisent énormément, qui préparent aussi des sketchs. Et entre leurs sketchs, ils laissent la possibilité à des gens inconnus qui se Voilà. présentent à 18h de monter 5 minutes sur scène. Donc tu fais ça, tu te présentes. Donc on fait ça. Non, mais attends, c'est pas aussi simple que ça. C'est que je dis à Diodo, viens, on va faire ça. Ouais, Et il me dit, oh non, 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 ça me fait chier, j'ai trop peur. Non, je veux pas. ouais. J'ai dit, t'es sûr, Diodo? Bah, Je le fais tout seul. Non, je le fais avec quelqu'un d'autre alors. Alors il me dit, non, non, non. Enfin, oui, oui, vas-y, fais-le avec quelqu'un d'autre. Alors j'appelle un copain qui s'appelle Mehdi El Glaoui. Ouais, C'est le gars qui jouait dans Belle et Sébastien. ouais. Il faisait le petit, hein, pas le chien, Ouais. mais il faisait le petit. Merci pour la précision. Voilà. Et on répète ce sketch tous les deux. Et je lui dis, j'appelle Diodo, et je lui dis, Diodo, dimanche, j'y vais hein, avec Mehdi. Hein. Ah, il me dit, non, bon, allez, ça va, c'est bon, je le fais. On le fait, et là, wow, Carton. gros succès. Ouais. Les gens morts de rire. Pascal Légitimus, qui était dans la salle, il nous repère. Il devient votre Et metteur en scène plus tard. Non, ouais, plus tard. Ouais. Et on vient tous les dimanches, et chaque dimanche, on écrit un sketch. Les gens étaient morts de rire, ils nous ont adorés tout de suite. Ouais. Là, je croise Eli Kaku, je croise Danny Boone, je croise Laurent Violet, Gustave Parking, Artus de Pinguerne. Nicolas de Briançon. C'est non, pas là-bas que tu le rencontres, Laurent lui Lafitte. Ah, Laurent Lafitte, ouais. Et donc, ça explose tout de suite. Tous les dimanches, on devient les chouchous Du de film. ces soirées. Ok. Et là, au fur et à mesure, on écrit plein de sketchs. On en a à peu près pour 1 heure. Ouais. Et là, Légitimus nous dit, ben, je vais vous mettre en scène. Et puis Ok. ça a démarré comme ça. Au Berry Zèbre. Et on a comment Non, on a joué au Café de la Gare. Et là, on faisait un carton. Il y avait une queue monstrueuse pour Ouais. nous. Ouais. On décide d'aller jouer au Berry Zeb. Non, on va. Oui, non, t'as raison. D'abord, on va jouer au Berry Zeb. C'est une petite salle. Ouais, c'est ça, toute petite. Donc ça Après marche pas Café du de la tout. Gare. Je crois qu'il y a 2 ou 3 mecs qui sont venus nous voir, qui m'en ont parlé encore. Ah ouais Un comédien qui s'appelle Dominique Pinon, Ouais. qui était venu nous voir jouer. Et puis après, on va jouer au Café de la Gare. Ça cartonne. Mm, mm. Je me rappelle d'ailleurs que dans la queue, il y avait Jean-Pierre Bacry. Ah On ouais. était très très Incroyable. fiers. Et puis après, on va jouer dans un théâtre rue de la Gaîté. Alors là, ça marche pas du tout. Ah bon? Mais attends, Non. parce que tu vas trop vite. Donc cette période-là, qui est déjà au Field, c'est pas payé. Faut quand même dire, tu Ah, viens non, non. jouer gratuitement. Ah ouais. Donc tous les dimanches, vous alliez jouer gratos Ah oui. dans ce théâtre, juste pour le plaisir de base Ah et, ouais, pour le et plaisir. pour Et puis... s'entraîner, quoi. Exactement. Et quand ça commence à prendre et que tu veux jouer au Café de la Gare ou au Berry Zèbre, qu'est-ce qu'il fait, Diodo? Il abandonne. Toi, Ah. tu lâches tes études et lui, il abandonne Alors- son métier de garagiste? Non, il n'était pas garagiste. Merde, j'ai ma porte arrière côté passager qui est restée ouverte. Mais comment tu peux C'est ma savoir ça? voiture qui... Non, c'est mon iPhone qui vient de me prévenir de Ah, ça. t'as une Oh, fonction qui te c'est dit cool. ta voiture est mal fermée? La porte arrière côté passager est restée ouverte. C'est bien ça. Arrière côté passager. Oh Ouais. putain. Mais Bon, attends, mais tant pis, c'est pourquoi pas il te prévient 1 heure après alors que... Bah, je comprends pas, c'est un con. Bah ouais, puis normalement, tu peux pas fermer ta voiture quand c'est pas tout bien fermé. Bah, je sais pas, j'ai pas compris. Bon, Bon. et ça te stresse ou on peut continuer, tu crois? Bah écoute, non, tant pis, on va continuer. Bon, bah C'est con, ça. ouais, je mettrai un petit mot en dessous pour Ouais. savoir si tout s'est bien passé Voilà. après. Donc, non, il continue à... Non, parce que Diodo, Il il continue est à bosser. très... Ouais. Ok. Il a les pieds sur terre, donc il Ok. continue à bosser. Et puis finalement, on décide de jouer.
Et on va jouer au Café de la Gare. Et là, ça cartonne. Et alors, à fond. ça devient votre métier quand même. Et en même temps, moi, je joue dans cette série, dans Vivement Lundi. Ouais. Donc, je fais engager Dieudo. Ouais. Il y a des épisodes où il y a Dieudo dans cette série. Et puis après... mais attends, mais donc, si je comprends bien, Dieudo, sans toi, pas de carrière. S'ils ne te rencontrent pas, et si... ah non, zéro. Pas ce duo, et qu'on connaît bien, et ni Vivement Lundi... Ah non, ouais. Il serait encore à Vissou. Il serait en train d'arnaquer des gens. Il n'a pas changé. Hein. Ouais. Ok. Non, donc... il serait... il serait... non, mais comme... Je sais pas. Ouais, on peut pas savoir. Qui peut savoir? Bah ouais, c'est ça. Mais oui, c'est grâce à moi, mais c'est grâce à lui aussi. Oui, bien sûr, grâce à son talent. Mais là, par mais exemple... au début, il a appris très très vite. Hein. Ouais. Au début, j'étais beaucoup plus fort que lui sur scène. Ouais. Et il s'est adapté parce qu'il est intelligent. Et il est devenu plus fort que moi. Si ce n'est... tu vois... mais à quel moment tu ressens ça? savait... parce que je voyais bien que il avait le sens de ce qui était drôle. Il avait le sens du rythme. Il savait quand les répliques claquaient. Il savait faire ses effets. Non, il était fort. Ok. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, bah, ça y est. Je me dis, c'est génial. C'est parti. Ouais. On va faire un duo pour des années. Et je fais enfin ce que j'aime, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'en fait... à mes débuts, ça me rendait dingue parce que je passais des castings et j'étais dépendant des autres. J'avais pas envie. J'avais envie qu'on vienne me voir jouer. D'accord. J'en avais marre d'aller chercher l'envie chez les autres. Oui. Et en fait, c'était l'idéal parce que je montrais mon travail de comédien. Je faisais des personnages parce qu'on faisait plein de personnages avec Dieudo et que c'était notre passion. Mm-hmm. De toute façon... Avec Dieudo, on ne se parlait que en personnage, quasiment. C'est vrai. On était là, dis donc. On inventait nos conneries. Tu vois, il y a des sketchs, Madame Piche. C'est un mec qui vient voir sa femme à l'hôpital. Ouais. Il ne sait pas qu'elle est morte. Mm-hmm. Et Dieudo fait le médecin. Il fait non, mais Monsieur Piche, oui, c'est cette dame qui est arrivée en 2 fois, en 2 morceaux. Et moi, elle va bien, vous a pas embêté? Oui, non, mais Madame Piche est décédée. Oui, je sais, mais elle va bien, vous a pas embêté? Et ça, c'est des conneries qu'on faisait par téléphone. Entre vous? C'est-à-dire qu'on parlait et on inventait par téléphone, parce qu'on se téléphonait et on pissait de rire au téléphone tous les deux. Donc vous preniez des notes à chaque fois? Et en fait, il y avait une sorte d'ébullition intellectuelle et humoristique qui ne s'arrêtait jamais. Jamais. Et donc, Pascal Légitimus a le flair. Il se dit, ces deux-là, il faut que je vais les aider. Mais en même temps, on était un peu méchant avec Pascal parce que on n'était pas très... on était impressionné par les inconnus, mais on n'était pas très respectueux envers lui. Ah ouais, pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'écoutait pas tout à fait ce qu'il nous disait. On avait cette espèce de prétention que les jeunes ont. Tu vois, on se croyait meilleur que tout le monde, quoi. D'ailleurs, j'ai remarqué, à force d'être dans le milieu maintenant, que la majorité de ceux qui commencent à marcher, alors qu'ils sont encore jeunes, ils ont un melon. Un melon, mais monstrueux. Et donc, tu penses que tu as eu cette phase-là, toi aussi? Ouais, je pense. Ah ouais. Mais non, mais je sais pas, c'est pas ce qu'ils compensent. En fait, ils savent qu'ils en sont qu'au début et que personne ne les connaît. Donc, ils compensent avec une espèce de fausse assurance. D'accord, et c'était ça. Mais c'est insupportable. T'as envie de leur dire, mais espèce de petit con, va. Bah oui. Ça fait 30 ans que je fais ça, tu vas pas me la jouer. Mais bon, c'est le propre de la jeunesse. Ok, et donc, et toi, à ce moment-là, donc bon, t'as ton petit melon, mais tu te dis quoi? Tu te dis, ça y est. Mini-melon. Hein. Ouais, mini-melon, mais tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai atteint le max. Non, ça va pas, jamais de la vie. J'ai jamais pensé ça de ma vie. Tu dis quoi alors? Tu dis, voilà, c'est le moment de tout défoncer parce qu'on démarre, on a mis un pied dedans. Ou tu te poses pas de questions? Non, on se posait pas de questions. Les gens nous aimaient. Des personnes qu'on admirait venaient nous voir. De Julien Clerc à Bacri, à Gérard Lanvin, à Renaud. Et on était vraiment les mecs qu'il fallait aller voir, quoi. Absolument. On venait de la banlieue, on avait
on avait un concept super, le petit, le gros, le noir, le blanc. Bah ouais. D'ailleurs, le premier spectacle s'appelait Le Grand Noir et le Petit Brun, non, c'est ça? L'astico, le gorille. Ouais. Et quoi? Ton premier spectacle s'appelait Le Grand Noir et le Petit Brun, c'était ça, pas non? du tout, non. T'es sûr? Ah non, c'est Ouais. horrible comme titre. Ah ouais, non, c'était pas ça? Ah, pas du tout. Non. Ah ouais, bah écoute, Non, j'ai jamais lu de la ça vie. quelque non, part. C'était Élie et Dieudonné. D'accord. Ah non, c'est horrible. Bah ouais, Le bah petit... écoute. Quoi? Attends, je te redis Ah ce que non, j'ai. s'il te plaît. Ouais, un grand noir et un petit brun. J'ai vu ça sur. Je sais Comme plus, titre de spectacle, Ouais. c'est pourri. Mais ouais, je Non, sais, non, mais jamais c'est de pour la ça, vie. ça m'a un peu surprise. Je me dis, tiens. On n'avait pas de titre de spectacle. titre. C'était Élie Élie et et Dieudonné, Dieudonné, et tout puis le ça temps. suffisait. Ok. Et donc, après, on va au Palais des Glaces, et là, on cartonne à fond. Ouais. Et là, Dieudo commence à faire chier. On trouve un producteur qui nous a été présenté par Pascal Légitimus, qui s'appelait Claude Martinez. Ouais. Et là, Dieudo trouve que Claude Martinez nous arnaque, que ça va pas, etc. Puis là commencent les problèmes. Les problèmes. Alors, on quitte Claude Martinez. Dieudo me dit non, on va se produire nous-mêmes. Tu vas voir, on va se faire plein de thunes. Puis évidemment, lui s'en est fait. Moi, je m'en suis pas trop fait. Ah ouais. C'était ça son moteur principal? C'était pas Le moteur, c'est l'argent. l'argent. Et tu vois. C'est ce qui vous a divisé un peu. Bah ouais, c'est Finalement. complètement con. Et puis, il avait envie. Dieudo, il est très, très indépendant. Il a dû se rendre compte qu'il était fort. Et souvent, quand je lui faisais des réflexions sur scène, je lui disais merde, Dieudo, il faudrait qu'on fasse ci et ça. Ouais. Écoute, toi, c'est toi, moi, c'est moi. Hein. Moi, je fais ma partie, toi, tu fais la tienne. Ah, il n'y a plus de duo, quoi. Non. Et puis, je me rappelle qu'on s'était engueulé parce qu'il avait refusé de faire Drucker. Renaud voulait nous inviter. Ouais. Et Dieudo avait exigé de l'argent. Tu vois, un cachet de l'émission de Pour de la Drucker. promo? Je dis, putain, c'est pas vrai, Ah ouais. Dieudo. Donc, on avait raté ça à cause de ça. Donc, ça nous avait rendu dingue. Donc, on s'engueulait tout le temps. Je lui disais, mais fais un effort. Puis, petit à petit, on était invité chez Arthur. Et puis, moi, je l'étais un peu plus que lui. Donc, enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans sa C'est quoi, tronche. dans mais l'émission Impossible, c'est ça? Ouais. Ouais. Je sais pas ce qui se passait dans sa tronche, mais il est, c'est quelqu'un de très rebelle, qui veut toujours être à côté du système, et qui en même temps veut y être à fond. Enfin voilà. Bon, Donc en c'est fait, con, hein. vous avez fait un super duo de 90 à 97 à peu près. Et Ouais. c'est 97, c'est là que tout part en Bah, vrille. moi, je suis parti faire un film indépendant aux États-Unis. Ouais, Donc, je suis parti 3 mois. ouais. Et à mon retour, bah, il avait déjà écrit un spectacle. Et Solo. il faisait un seul en scène au Palais des Glaces. Sans te prévenir. Donc, j'ai pas compris, quoi. Ah ouais. Presque sans me prévenir. Comment Ouais. tu le prends? Bah, très mal. J'ai été le voir en spectacle et j'ai pas compris, quoi. Bah ouais. J'avais l'impression que c'était moi, enfin, qu'il y a un truc qui allait pas, quoi. Ouais, il manquait quelque chose, quoi. Ok. Donc, Mais ça a à été là. l'époque, on avait fait un film qui s'appelait Le Clone, qui Ouais. était vraiment pas bien. Là, pareil, Dieudo fout la merde, il veut un cachet plus important que tout le monde. Enfin bref, c'est pas possible. Enfin bref, c'est vraiment pour moi du gâchis. Hmm. Et puis, on fait une émission de télé qui s'appelle La vie des bêtes, que vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est à pisser de rire. On avait fait plein de sketchs. Et moi, j'écris les petites annonces avec Franck. Franck Et Dubosc. je me dis, bah, je vais la mettre dans cette émission. Ouais. Et Dieudo dit non. Donc on la met de côté. Et puis, bah, ça m'a bien servi parce que quand on s'est séparés, bah, je me suis rabattu là-dessus. Et puis avec Franck, Ouais. on a écrit les petites annonces. Et puis voilà, elles sont devenues... L'autre duo, l'autre succès. Exactement. Ok. Ouais. Et donc, pour finir avec Dieudonné, clôturer ce dossier, aujourd'hui, vous avez des bons rapports quand même ou... Bah, j'ai plus son téléphone. Donc, Ouais. Fini. bah, ouais, enfin, mais je vais en parler de Dieudo dans mon prochain spectacle. Un peu plus. D'habitude, je fais des petites allusions, mais là, je vais en parler. Ouais, t'as besoin d'extérioriser cette Non, c'est partie-là pas de ta vraiment vie. besoin. C'est que je me dis, tiens, les gens, ils ont peut-être envie de savoir. Donc, Ouais, bah ouais, mais c'est leur vrai. donner des petites... C'est vrai, les gens ont souvent envie de savoir. Donc en 97, quand vous vous séparez, donc toi, tu as 34 ans. Ouais.
Donc 34 ans, on te connaît déjà super bien. Est-ce qu'à ce moment-là, donc tu vas faire les petites annonces, mais est-ce que tu as des velléités à faire d'autres choses que d'être acteur, humoriste Est-ce que déjà tu te dis, tiens, je vais réaliser des films Pas du tout, pas jamais du tout, de la vie. Donc c'est pour ça, c'est bien pour raconter chaque étape. Ah non, aucune velléité de réalisateur, juste des envies de cinéma. Ouais. Tu fais plein de second rôles. Ouais, je fais plein de second rôles. Je fais aussi des erreurs. Je pense que je fais trop d'émissions de télé. Ah ouais, en tant qu'invité, chez Arthur, entre autres, partout. Ouais. J'avais besoin d'exister, j'avais besoin de me montrer. Et pourquoi tu penses que ça a été je négatif pense que au ça a final été négatif dans le sens où les gens de cinéma, à l'époque, on va dire que c'était soit tu fais de la télé, soit tu fais du cinéma. C'est toujours un peu le cas. C'est toujours un peu le cas. T'as raison. Ouais. Donc tu penses que tu te grilles quelques cartouches cinéma en faisant un peu trop de télé et tout. Je refuse La vérité si je mens, par exemple. Ah ouais. Enfin bon, chaque comédien dans sa carrière a refusé un succès, c'est normal. Hein. Bon, en tout cas, tu dis que vous avez été un peu salaud avec Légitimus, mais ils te tournent pas le dos parce que dans Les Trois Frères, tu joues. Ah non, mais moi enfin, Légitimus, il en veut un peu à Dieudo, mais pas à moi. Ok. Non. Donc au moment, il y a la scène avec Dieudonné, tu passes un petit peu au programme court avec les petites annonces. Ouais. Et ça dure combien de temps et comment ça se passe avec Franck? Déjà, tu le rencontres comment, Franck Dubosc? En 95, je crois. Ouais. Franck, je le rencontre parce que je devais faire une publicité pour Philips et le réalisateur, c'était un grand réalisateur de cinéma dont j'ai oublié le nom. Becker, non, pas du tout. Becker. Jean Becker. Donc je dois faire cette pub et le soir, la veille, je fais une soirée avec des potes et je me fous de la gueule d'un copain. Ok. Et il me fout une tarte. Copain. Ouais, le copain. Et je me retrouve avec l'œil, un peu un œil au beurre noir. Ah ouais, donc bonne tarte quand même. Ouais, une bonne tarte. T'as dû bien te foutre de mérité, sa gueule. Je me suis bien foutu de sa gueule. Et comme un con, je préviens la production en disant je vais avoir un petit souci, c'est que j'ai l'œil. Non, alors on va vous remplacer. Donc je perds plein de thunes pour moi. À l'époque, Philips, c'est vachement important. Ouais. Et je me retrouve à être remplacé par un mec qui s'appelle Jean-Noël Broutet, qui est un très bon ami de Franck Dubosc. Ok. Donc sur le tournage, je rencontre Jean-Noël, je lui dis voilà, c'est grâce à moi que tu as le premier rôle de cette pub. Parce que tu vas quand même sur le tournage. Oui. Ouais, pourquoi si tu t'es remplacé je fais un rôle moins important. Ah d'accord, il te rétrograde. Voilà, il me rétrograde. Ok. Et donc je rencontre Franck par l'intermédiaire de Jean-Noël. Ok. Et là, pareil, on s'entend super bien. Je vais voir un film qu'il a tourné, un film policier, un film un peu sérieux. Je passe une soirée avec lui. Je le trouve un peu mégalo, un peu, tu vois, il est très extraverti, machin. Ouais. Mais je le trouve marrant. Et puis j'essaye de le brancher dans tout ce que je fais. Okay. C'est-à-dire que moi je suis connu avant lui, donc je lui propose de tourner dans Le Clone, dans Les Parasites. Parce qu'il fait quoi lui à ce moment-là? Il est comédien. Il est comédien, voilà. Mais qui démarre quoi. Voilà, il démarre. Je lui propose d'écrire avec moi pour l'émission La vie des bêtes, là, celle qu'on a faite avec Dieudo. Ouais. Et c'est pendant un brainstorming qu'on trouve l'idée des petites annonces. Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé. Comme j'étais plus connu que lui, dans les petites annonces, j'étais un petit peu plus en avant, lui était un peu plus en retrait. Mais j'ai adoré écrire avec lui. Il m'a aidé après à écrire des sketchs quand je faisais mes spectacles en solo. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier spectacle en solo, justement, reprise de la scène, sans Dieudo? Ouais, ça s'appelait Ellie et Semoun. Ouais. Enfin, une petite allusion à Ellie et Dieudo. Ouais. Et atroce. Le spectacle devait faire 1h30, il a fait 1h05. Ah ouais. J'ai tout speedé. Comme quand dans on la est salle, en plus, stressé. il y avait des gens importants et tout. J'étais fou de les inviter à la première. Et c'est Muriel Robin qui m'avait mis en scène. Ouais. D'ailleurs, Muriel qui nous avait mis en scène aussi avec Dieudo. Okay. Enfin, qui a été la première à nous voir jouer. Et là, je me plante complètement. Je vais trop vite parce que je suis flippé. C'est vraiment le truc de débutant, quoi. Oui, et puis première fois tout seul. Ouais. Donc, normal. Voilà. Donc,
Le spectacle dure très peu, mais une grande peur. Et puis à la fin, je me rappelle d'un sentiment, je me penche pour me faire applaudir. Et j'ai le réflexe de me tourner sur ma droite. Pour voir ce qui va Si arriver. Dieu... Ouais. Non, mais parce que j'étais tellement habitué Oui, bien à sûr, jouer à deux. il allait faire voilà. son entrée Voilà. aussi pour saluer, c'est Ouais. ça? Et donc, tu es seul face à ce public. Comment tu prends ces applaudissements? Mais c'est des épreuves à chaque fois de faire un spectacle seul, c'est horrible. C'est dur. Franchement, c'était pas facile j'allais dire de me faire larguer par Dieudo, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais. J'avais un sentiment de trahison monstrueux. Donc ça, plus il y avait une forme de concurrence avec Dieudo. Oui, qui va réussir le mieux en Voilà, solo? exactement. C'est dur. Et à quel moment, parce que donc on te connaît, le Elise Moon qu'on connaît, la personne célèbre médiatique, on peut dire qu'elle a démarré avec Dieudo. Est-ce que tu te souviens de la première fois que quelqu'un te reconnaît dans la rue? Oui. Et est-ce que tu ressens? C'était justement quand je tournais l'émission, la série Vivement Lundi. Ouais. Donc avant Dieudo. Ouais, avant Dieudo. Pareil, je devais avoir 24, 25 ans. Et comme ça passait à des heures de grande écoute le dimanche soir, oui, forcément, je commençais à être connu. Mais là où tu sais que les gens te connaissent, c'est quand ils donnent ton prénom et ton nom. Ouais, c'est vrai. Parce Voilà. que c'est pas juste un visage qui leur Voilà. dit quelque chose. C'est pas genre, ah, mais je t'ai déjà vu quelque part. Ah, c'est Elise Moon. Ouais. Ça, et là, vrai. tu ressens quoi? On m'a souvent la première confondu fois avec Eli Kaku d'ailleurs, de son vivant. C'est vrai? On m'a souvent dit, oh, Eli Kaku. Ouais. Bon. Moi, on me dit Léa Drucker parce que je ressemble à Marie Drucker, alors qu'on me dit Léa Drucker. Donc, c'est quand même l'association des prénoms, j'imagine. Et donc, donc, la première fois qu'on te reconnaît, qu'est-ce qu'ont pensé tes parents de ton succès? Alors, ma mère était pas là. Oui, ton père et ta famille, fière, ta sœur. La famille, très fière. C'est une famille Feuge d'Afrique du Nord, donc du Maroc. Ils s'expriment beaucoup, voilà, ils sont fiers. Va voir Patrick, va lui demander des conseils et tout. Non, très fier. Ton père t'a jamais empêché de faire ce métier, non, quoi. C'est ça il m'a dit passe ton bac, ouais. Et puis une fois que tu auras ton bac, tu feras ce que tu veux. Okay. Et beaucoup d'angoisse pour lui. Ouais. Mais comme ça a marché rapidement, il n'y avait pas d'angoisse à avoir. Oui, il n'a pas eu le temps de se dire oh là là, il a pris le mauvais chemin. Non. D'accord. Donc, donc tu évolues comme ça. Et puis, quel moment de ta carrière tu dirais que c'est le moment où tu peux te dire c'est bon, j'ai réussi? Mais en fait, il n'y en a pas. Je veux pas jouer sur. Non, vraiment. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est horrible. C'est juste des instants. Quand tu sors ta première cassette, puisque c'était des cassettes, des petites annonces, tu as une satisfaction. Quand tu sors ton premier DVD de spectacle, tu as une satisfaction. Mais ça dure combien de temps? Ça dure 1 semaine, 15 jours, tu es content. Et après, il y a quelque chose qui te reprend, une sorte de précipice qui s'ouvre devant toi artistique. Et tu te dis, putain, il faut que je fasse autre chose. Bah oui. Donc non, tu n'es jamais arrivé. C'est ça qu'il faut raconter à tous ceux qui ont le melon, parce que c'est... Et puis rien n'est jamais acquis dans ce métier. Ceux qui ont le melon, ils ne le savent pas. Ah ouais? Non, ils ne le savent pas. Il faut leur dire, redescends sur terre, mec. Avant que les gens payent 20 balles ou 30 balles pour venir te voir, il va falloir beaucoup de temps. Parce que la confiance, ça ne se gagne pas comme ça. Et justement, ta confiance en toi, est-ce que quand tu t'es lancé en solo, est-ce que tu avais besoin d'être assuré, de demander à tes amis du métier bien sûr. Que Non, mais même là, je suis en train d'écrire, j'ai qu'une envie, c'est je voudrais te montrer ce que j'ai écrit. Ouais. Je voudrais téléphoner à Muriel Robin pour lui dire tiens, regarde, j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses? Oui, t'aimes bien toujours. Non, mais je suis pas sûr de moi, comme tous les artistes. Et alors, même si j'ai 1000 ans de métier, mais... Ouais, c'est ça. Mais alors, tu as 1000 ans de métier, mais tu as eu plein de casquettes aussi différentes. Donc, quand tu démarres la scène, tes sketchs, ou tu as envie juste de faire rire les gens, à aucun moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu t'imagines être réalisateur. Petit à petit, donc tu fais des programmes télé, tu joues dans des films. Et puis, il y a Ducobu qui devient presque ton premier vrai rôle, parce que tu joues quand même plein de petits seconds rôles un peu partout. Mais Ducobu, c'est un peu on découvre Ellie au cinéma dans un rôle principal. Et on te propose de réaliser le 3. Ouais, alors c'est pas été aussi rapide, mais
Oui, il y a Philippe de Chauvron, le réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a réalisé les 2 premiers du Cobu. Ouais. Et il en avait marre de tourner avec des enfants, il voulait passer à autre chose. Et là, Romain Rochman, le producteur de UGC, me dit, bah écoute, Ellie, si tu veux, tu fais le prochain, mais bon, il faut que tu l'écrives. Ouais, c'est tout. T'écris, tu réalises. J'écris, je réalise. Et t'as pas peur. Et tu joues dedans. Et je joue dedans, mais j'ai pas eu peur une seconde. Ah ouais. C'est comme si j'avais fait ce métier toute ma vie. Bah, d'abord, j'étais très bien soutenu techniquement. Ouais. Ça, c'est très important, parce que moi, je suis nul en technique. Hein. Moins bon que toi. Moi, je sais pas les focales, les conneries comme ça, j'y connais rien du tout. Ouais. Mais peut-être je vais m'y intéresser un jour. Hein. Ouais. Et bah, donc, si t'en as pas besoin. Le seul intérêt pour moi, enfin, ma seule science, on va dire, c'est diriger les acteurs, les choisir et les diriger. C'est ton savoir-faire, ton vrai savoir-faire. Ouais. Et c'est tout ce qui m'intéresse quand je vois un film. Mais maintenant, je m'aperçois qu'il y a autre chose quand même. C'est justement que les acteurs soient justes. Ouais. C'est vachement important. Bah, là, je suis en plein montage et je regarde et je vois qu'il y a une petite fille qui joue mal. Je vois qu'il y a un figurant qui joue mal. Je vois qu'il y a un comédien que pourtant j'ai choisi qui articule pas, qui parle trop vite. Et en tournage, tu t'en es pas rendu compte? Si, mais... ouais, t'es dans plein de trucs en même temps. On est dans tellement de choses que... Et puis, bizarrement, tu vois, et une petite comédienne où je me disais, wow, elle va crever l'écran. Bah, pas du tout. Celle sur laquelle je misais, elle a finalement, été... déception. Grosse déception. Et celle sur laquelle on avait plein de soucis, et ben en fait, elle explose. Ah ouais. C'est marrant, hein. Donc il y a des fou. choses comme ça qui apparaissent. Bah, il y a aussi beaucoup de choses qui apparaissent ou disparaissent avec le stress aussi. Tu vois, c'était leur premier rôle, j'imagine, ces jeunes filles. T'es face à une caméra, soit tu t'es bridé et du coup il n'y a plus aucun moyen, ou alors il y en a une qui se lâche. Ouais. Puis il y a des acteurs ou des actrices qui comprennent pas ce qu'ils jouent. Ah ouais, ça c'est donc plus dur. Ça c'est beaucoup plus dur. Faut leur expliquer, mais même des adultes. Hein. Et cette casquette de réalisateur, alors bah, franchement, j'étais sur ce tournage, le premier tournage, sur un nuage complet. Sur le 3, tu veux dire, du Cobu 3. Ouais. Mais sur mon premier film. Ouais. Sur un nuage. J'étais en plus à l'époque, j'étais amoureux. Elle était sur le plateau. Non, c'était une période de bonheur total. Une période de création permanente. Et comme moi, j'aime la création, pour moi, les plus beaux instants pour un artiste, c'est la période de création. C'est ce que je me disais avec Muriel Robin quand on écrivait des sketchs ensemble. Ouais. On se regardait parfois quand on avait terminé un sketch. On se disait, putain, c'est génial quand même. T'as vu on a passé 2 heures dans ta cuisine. On est allé chercher au plus profond de nos cerveaux des trucs drôles, des situations folles. Et on a réussi et c'est génial. Et d'ailleurs, moi, je fais une parenthèse, comme tu parles de Muriel. Vous n'avez jamais voulu... parce que toi, tu avais tous tes duos, donc avec Franck, avec Dieudo. Elle avait son duo avec Palmade. Ouais. Et il n'y a aucun moment, vous vous êtes dit, on va faire une scène entière ensemble? Avec Franck? Non, avec Muriel. Ah, non. Non, parce ça que... vous a jamais donné envie? Ben non, elle enfin, non. Okay. Non, mais Muriel, elle est pas... c'est pas une vraie... Enfin, c'est une humoriste, mais elle aime pas ça, au fond. Elle a envie... son fantasme, c'est d'être Simone Signoret, c'est d'être Annie Girardot. Elle aime le drame. Elle est fascinée par cette génération... Ventura, Delon, Belmondo, Annie Girardot. Et en fait, l'humour pour elle, c'est pas. C'est pas une priorité comme non, toi. C'est pas une priorité. Ouais. Et elle m'a souvent mis en scène. Ouais. Et elle m'a souvent dit des choses qui auraient pu totalement me refroidir par rapport au one man show. Ah ouais. C'est un métier de clown, quoi. Oui, c'est vrai. De bouffon. Vrai. Ouais. De bouffon très sympathique. Ouais. Ok, et en fait, donc on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que tu dis, bon, pour continuer sur la réalisation,
tu fais donc du Cobu 3. À aucun moment donné pendant le tournage, tu te dis j'ai pas envie d'être devant, je préfère me. Ou alors tu avais hâte d'être aussi devant la caméra. C'est pas compliqué pas du tout. de Moi, tout gérer. Non. Si je tourne pas pendant une semaine sur mon film, j'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver devant la caméra, parce que j'ai une envie, quand je dirige des acteurs, j'ai envie de me mettre à leur place et de jouer à leur place et tout. Non, je suis profondément acteur. Donc, gros succès, le 3. Et c'était donc une évidence pour toi d'écrire le 4 et maintenant le 5 qui sort bientôt. Oh putain, je vais faire ça toute ma vie. Non, mais tu te rends compte, 5e J'ai une petite frustration quand même, parce que c'est chouette de faire les Ducobu, mais j'aimerais bien faire parfois autre chose. J'en discutais avec Jean-Paul Rouve, qui m'a dit que sa chance à lui, c'était de jouer dans les tuches, mais il joue dans le consentement aussi. Donc il a la chance de pouvoir équilibrer un petit peu d'avoir les une choses. palette de jeux plus large, quoi. C'est ça. Moi, Toi, tu restes dans le clown. Ouais, je suis cantonné dans le clown. Ça, je suis un peu frustré de ça. Ok. Et est-ce que les réalisateurs savent que tu as envie de oui, de mais faire je pense d'autres qu'ils choses. s'en foutent un peu. Enfin, tu vois, on parlait de Olivier Nakache Toledano, qui sont des potes. Ouais, bien sûr. Ils aiment beaucoup ce que je fais, et moi, j'adore ce qu'ils font. Mais je crois que ça leur viendrait jamais à l'idée de m'engager. Ah ouais? Je crois pas. Je pense pas. Je serais très étonné. Ah ouais. Pourtant, alors moi, je t'ai vu jouer des trucs plus dramatiques. Un peu dramatique. Et t'es excellent. Bah écoute. Bah merci. ouais. Donc ça viendra. C'est le ciao. Tout le monde attend son ciao pantin. On dit c'est fou quand même quand on pense, c'est vrai, à Coluche qui faisait que ça, de faire rire. Et puis bim, ciao pantin. Oui, mais c'est parce que c'est logique. C'est les. Tu as vu Bourvil dans Le Cercle Rouge. Les humoristes, ils ont une épaisseur dramatique incroyable. Ouais. Bon, donc après du Cobu 5, on espère te voir dans un film d'auteur. Écoute, ouais, pourquoi pas. Oui. Ouais, en tout cas, c'est on peut toujours rêver. Prochaine chose que t'attends. Mais non, pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce que tu ferais de différent si tu commençais dans le métier aujourd'hui? Si je commençais dans le métier et que j'avais l'idée des petites annonces, ce serait parfaitement adapté à Internet. Ouais. Je serais désespéré parce qu'il y a trop de monde. Et que la concurrence, elle est monstrueuse. Mais c'est pour ça que je disais que c'est plus facile à ton époque. Et je ferais absolument tout, et c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui commence, pour me singulariser. Parce que ce qui est terrible, moi je vais voir pas mal de gens jouer, et parfois c'est triste à dire, mais ils se ressemblent beaucoup. Ils se ressemblent pas tous, mais ils se ressemblent beaucoup. Et ils parlent tous de la même chose. Oui, c'est vrai. Il faut avoir une identité. Ouais, il faut vraiment avoir une identité. Quand je vois Roman Fressinet, je trouve ça brillantissime. Mais il fait du stand-up, lui, pourtant. Mais il a une personnalité, Roman Fressinet. Voilà, il a son truc. Il a une folie bien à lui, quoi. Gad aussi, évidemment. Mais il y en a certains qui se ressemblent trop. Et on pourrait presque prendre le texte de A, le donner à B, et on verrait pas de différence. Donc ça, c'est dommage. Ok. Ça, c'est le conseil que tu donnerais à ceux qui ont envie. Je suis pas fou de Bigard. Je l'aime bien, il est marrant, mais bon, bref. Mais on reconnaît, on sait que c'est du Bigard. J'imagine que ce que je fais, on sait que c'est du Semoun. Parce que j'ai été chercher, et lui aussi, quelque chose qui m'appartient à moi, qui appartient à personne d'autre. C'est de l'humour endémique, on va dire. C'est vraiment un humour totalement... mes textes, je ne sais pas si d'autres personnes pourraient les jouer. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et ça, pour moi, c'est le truc le plus important. Il faut que quand je vais voir un mec sur scène, je me dise, waouh, j'ai jamais vu un mec pareil. Oui, voilà. Et que dès que tu entends, même à la radio... C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu Eli Kakou, quand j'ai vu Jamel à ses débuts. Je me suis dit, putain, les mecs... Et j'imagine, quand les gens nous ont vus avec Dieudo, ils ont dû se dire, des mecs comme ça, j'en ai jamais vu, nulle part. Tu sais, c'est comme un artiste peintre. Je veux dire, tu vois un Basquiat, tu sais que c'est un Basquiat. Voilà. Tu vois un Warhol, tu sais que c'est un Warhol. Exactement. Donc, ils sont allés chercher loin. Mais ils sont allés chercher des choses sincères. Ils ne sont pas allés copier. Et alors, excuse-moi, je reviens un peu en arrière parce que en même temps, je pense à tout ce que tu me dis. Donc, tu as cette expérience maintenant de scénariste et de réalisateur.
tu attends ce rôle clé qui changera un petit peu, qui montrera une autre facette de toi. Pourquoi tu ne te l'écris pas? Alors, j'ai essayé, mais... tu sais pas écrire autre chose que des vannes? Non, tu sais les jouer, mais pas le... Non, pas du tout. J'ai essayé autour de la maladie d'Alzheimer, mais j'ai peur d'écrire un truc qui serait un entre-deux. C'est-à-dire une comédie sucrée-salée, c'est atroce. Je déteste l'entre-deux. Alors, je sais pas, il faut que je trouve le bon... Et toi qui aimes la mise en scène, t'aimerais être mis en scène par un grand réal de cinéma français? Oui, bien sûr, comme tous les comédiens. Ouais. C'est mon fantasme, bien sûr. Ouais. Ok. Un Stéphane Brisé, par exemple. Ouais. Vas-y, lance les appels. Hein, Stéphane, il le sait très bien. Hein. Ok, alors quand je lisais cette espèce de biographie du coup mal faite, puisque là le nom de ton premier spectacle est vraiment ridicule, donc mais nul. C'était écrit profession humoriste-acteur et autres activités, réalisateur, scénariste, chanteur. Donc, tu as eu aussi cette période-là dans ta vie? Oui, inspirée par une fille que j'avais rencontrée, Aurélie Dupont, qui était à l'époque danseuse étoile à l'Opéra de Paris. Sûr. Je la rencontre. Le jour où je la rencontre, je rencontre Henri Salvador. Ouais. Et comme une alchimie, lors d'une émission de télé, on me demande qui je veux rencontrer. Et cette alchimie a fait que je suis tombé amoureux et de la bossa nova, mais je l'aimais avant, et d'Aurélie. Et je lui ai écrit tout un album de chansons. Comme ça. Et je me suis dit... mais elle chantait donc, elle, alors elle était Oui, on la connaissait comme... Non, elle dansait. Oui, elle dansait. Mais pourquoi, d'un coup, tu te dis, tiens, je vais lui écrire des chansons? Parce que je suis tombé amoureux d'elle et parce que... J'adore. Et parce que l'histoire n'a pas pu se faire. Donc, ça a créé une frustration de ma part qui a fait que l'impossibilité de notre histoire a fait que j'ai écrit ces chansons. Incroyable. Et toutes les chansons sont consacrées à elle. Et je crois que c'est mon meilleur album. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 3. Bah ouais, mais quand même. Mais c'est celui qui a eu le plus de succès. Je crois qu'il s'est vendu à 80 000 exemplaires. Ouais, chanson. Ouais. Et on m'en parle assez souvent. On me dit, j'aime beaucoup, je l'écoute tout le temps, etc. Mais tu savais que tu avais cette capacité de chanter, non? Non, c'est venu comme ça, dans une insouciance totale. Je faisais les chansons et en même temps j'écrivais les petites annonces. Donc, et ça, c'était il y a 20 ans à peu près. Ça, c'était en 2003, non? En 2003, c'est ça. Donc, c'est fou, quoi. Donc, encore une autre... Mika venait de sortir son premier album. Relax. Je me rappelle. Ouais. Ok. Donc, concurrence à Mika. Dans les bacs, il y avait Elise Moon. Non, mais on est sortis le même jour. Évidemment, non, je me suis fait laminer, mais... Ouais, mais attends, tu t'es fait laminer. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que t'en as fait un deuxième et t'en as fait un troisième. Ouais. Mais à chaque fois, motivé par une sorte d'urgence amoureuse. Ouais. Moi, quand j'écris, c'est toujours... Il faut que ce soit dans l'urgence. Et dans l'amour. Là, si... Ouais. Et là, par exemple, si... ce spectacle-là que j'écris, je sais pas où ça va me mener, mais... J'ai pas encore de date, mais si mon producteur Gilbert Coulier me disait je réserve le Trianon pour dans 1 an, ça me motiverait encore plus. Bah ouais, vas-y. Je vais attendre d'écrire la moitié du spectacle pour lui dire allez vas-y, loue-moi une salle et puis on va foncer. Et moi, je te connais, donc on se connaît bien dans la vie. Tu es un grand romantique, justement. Tu vois, tu dis que tu écris des chansons, des poèmes pour ta prof quand tu étais petit. Un bouquin aussi. Un bouquin, bien sûr. Ouais. Est-ce que tu dirais que ta carrière a été guidée par ton romantisme? Non, parce que les petites annonces, c'est trash. Ce que je faisais avec Dieudo, c'était trash. Mes spectacles aussi, c'est hyper saignant. Donc, on n'appelle pas ça du romantisme. Mais... je suis un mélange de mecs très cyniques et de grands sensibles. Donc non, ma carrière n'a pas été guidée par ça, mais elle est constituée de ça, de ce paradoxe-là. Ok. Et ton amour pour les plantes, ça vient de quel moment de ta vie? C'est encore pire. Plus je vieillis, plus j'aime ça. Là, je rentre de l'île Maurice. Mais oui, j'ai ramené des plantes, mon pote. Ouais, j'ai même pas le droit, mais... je pense que je vais aller les planter dans un endroit en Corse. C'est des plantes Non, j'ai une vraie passion pour ça. Ouais. Mais ça, c'est venu d'où?
J'ai toujours habité en banlieue, comme je t'ai dit, dans un immeuble. Et dès que j'ai eu l'occasion, je me suis acheté une maison avec un petit jardin. En fait, j'ai pas acheté la maison, j'ai acheté le jardin. Je sais pas, c'est une chose qui me détend. Ouais. C'est une forme de création pour moi. Pareil, j'en ai écrit un bouquin de ça. Ouais, je sais. Je t'avais reçu à la radio pour ça. Ouais. J'ai une forme de... Ouais, pour moi, c'est une forme de création. Un jardin, il y a des endroits ensoleillés, des endroits d'ombre, des endroits secrets, des endroits ouverts, des endroits fermés. Mais tu dirais qu'une plante, c'est comme un spectacle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait sur la durée. La création d'un jardin, c'est comme un spectacle. Comme un spectacle. Mais une plante, c'est... Non, une plante, c'est comme... un être vivant. Ouais. C'est beau à voir. Ouais. Quand tu arrives à la développer, à la faire pousser, elle te le rend au centuple. Et puis c'est surtout beau. Il y a des mecs sur leur téléphone, ils ont des photos de meufs à poil, de seins, de machin. Plantes. Moi j'ai j'ai des photos de plantes. De belles plantes, mais c'est pas les mêmes plantes. Tu vois mon fond d'écran, c'est une plante grimpante. C'est quoi comme belle. plante, ça? C'est vrai que c'est beau. Je connais pas ce nom, mais regarde comme c'est beau. C'est jaune très beau, et tu marron. peux la montrer là-bas. Magnifique. Voilà, une photo que j'ai faite à l'île Maurice. Ok. Et je suis fou de ça. Et on se fout de ma gueule, hein, mais je m'en fous. Mais pourquoi? J'aime ça. Pas du tout. J'aime la beauté, en fait. Je suis T'es un amoureux de la beauté. Esthète. Ouais. J'aime la beauté, la déco. Je me demande pourquoi je suis pas PD. Tiens, c'est marrant. Ça. Voilà, une réflexion homophobe. Si un jour je peux te présenter des potes. Déjà, les homos, pourquoi tu les appelles les PD et pourquoi ils seraient forcément amateurs de fleurs et de déco? Parce que c'est la vérité. On va se faire taper dessus. Et alors, attends, donc réalisateur, scénariste, chanteur, humoriste, acteur, amoureux des plantes, doublage, tu fais beaucoup de doublage. J'en faisais, ouais. Le premier, c'est arrivé quand? C'était l'âge de glace. Ouais, l'âge de glace. L'âge de glace, dans le personnage de Sid. Ouais. Et pareil, la première fois qu'on te propose ça, comment tu... J'étais fou de joie. Je travaille avec une dame qui s'appelait Perrette Pradier, qui est morte et qui était une voix fabuleuse. Si vous ayez la curiosité d'aller voir sur Internet. Et puis voilà. Et je me rappelle que mon premier doublage, en fait, je devais faire un... Enfin, c'était pas un grand personnage, c'était des petites choses. Hein, c'est de la figuration vocale. Mais je me rappelle, on bosse dans un studio, il y a un grand écran, il y a le texte qui défile en dessous. Et j'étais censé être dans une grotte. Ouais. Alors moi, comme je suis un gentil comédien, ouais. je parle comme ça et je fais un peu d'écho avec ma voix. Ah oui. Et là, ils explosent de rire. Ils font non mais ça va pas. Qu'est-ce ils que tu vont fous? Le faire après. On va le faire après. Bah ouais. Ouais, ah oui. Marrant. Les débuts quoi, normal. Ouais. Et t'as aimé faire ça? Oui, j'ai adoré ça. Je trouve que le travail de la voix, il est extraordinaire. Et de la comédie. Et puis j'aime. Ça vient aussi des petites annonces parce que chaque personnage que j'interprétais, il avait une voix différente. Donc... C'est fou d'ailleurs de pouvoir passer d'un. C'est marrant, Combien tu penses que tu as de voix à ton actif de tous tes persos cumulés? J'en ai un paquet. Je sais pas, j'en ai fait. J'en sais rien. Et tu t'inspires des gens que tu croises pour créer ces persos? Ouais. Aujourd'hui, il y a pas longtemps, j'ai décidé de mettre une alarme chez moi. Ouais. Et j'ai reçu donc le mec qui met l'alarme. Et en fait, un monsieur, 73 ans, une armoire à glace, mais parlant comme ça. Excusez-moi, monsieur, mais pourquoi vous... Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Semoun, j'ai fait 5 AVC. J'ai fait 5 AVC, je suis passé à côté de la mort. Et alors, à un moment, j'ai perdu 2 litres de sang. Alors, c'était pas beau à voir, c'était une boucherie. Et puis, le docteur Bénichou n'était pas là. Il était à 1h30 de l'hôpital. Donc, c'est un interne. Très sympa. Je peux dire, il m'a sauvé la vie. Mais il a fait le con, il a touché la corde vocale. Donc, maintenant, je suis obligée de parler. Et quand j'entends ça, en même temps, ça me fait de la peine et ça me fait mourir de rire. Et ça provoque, ça va faire un personnage. Ah bah ouais, c'est sûr. C'est sûr.
Donc, alors, bon, bah, t'as toutes ces casquettes-là dont on vient de parler à ton actif. Est-ce qu'il y a une chose dans ce métier ou dans le cinéma, un rêve, alors à part celui... Oui, un rôle dramatique. Donc, ok, chouette. c'est celui-là. Ah ouais, j'adorerais. D'accord. Un rôle comme... Moi, j'adorerais tourner avec Stéphane Brisé. J'ai vu son dernier film, là, avec Guillaume Canet. Ouais. C'est formidable. Enfin, Ouais, j'adorerais ça. Ok. Voilà. Alors, je voulais te demander, justement, comme c'est un podcast surtout sur des gens qui font le cinéma, quels étaient les films qui ont marqué ta vie? Spartacus de Stanley Kubrick. Ouais. Pourquoi? C'est un film, c'est un péplum, c'est beau, c'est super bien joué. Il y a dedans Kirk Douglas, Peter Ustinov, Laurence Olivier. C'est beau, ça me fait pleurer à chaque fois. C'est une histoire d'amour fantastique. Et c'est surtout servi par des acteurs incroyables. Ouais. L'Incompris de Luigi Comencini, un film très triste qui parle de ce que j'ai vécu. Dans les films drôles, Le Cornio, The Party avec Peter Ustinov aussi. Peter Sellers, pardon. Avec Peter Sellers, c'est un film qui s'appelait The Gardener, jardinier. Celui qui faisait Magnum, non, Peter Bienvenue Sellers. Mr. Chance. Non, Peter Sellers, c'est celui qui faisait La Panthère Rose. Ah, La Panthère Rose, exact. Ah oui, non, mais tu confonds. Attends, comment il s'appelait celui qui faisait Magnum? C'est un nom exactement pareil. Ouais, un peu, je sais plus. Bon, enfin, La Panthère Rose, évidemment, d'accord. Voilà, des films comme ça, tous les films de Scorsese, La Valse des Pantins, Les Infiltrés, Casino. Il y a tellement de films, puis tous les films de François Truffaut, L'Argent de poche, Les Deux Anglaises et le Continent, tous les films avec où il met en scène ce personnage qui s'appelle Antoine Doinel. Enfin, et le dernier film que tu as vu au cinéma? Film de Claude Sautet et tout ça. J'ai vu le dernier film de Woody Allen que j'ai vachement aimé. Ok. J'ai pas du tout aimé Barbie. J'ai détesté ce film. Moi non plus. Je comprends pas l'engouement de ce truc là. Bah, en fait, ça a plu ou ça a pas plu. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Ouais. Voilà, enfin bref. Ok. Et est-ce souvent au cinéma. Que pour finir, parce que je suis inquiet, ma porte est ouverte. Ouais, ta porte de voiture. Les mecs sont en train de me chourer tout. Non, t'es dans un parking. Ouais, donc franchement, ce serait pas de bol. Non. Mais bon, tu me diras, tu me tiens au courant. Donc, je te retiens pas beaucoup plus longtemps, mais s'il y avait une chanson qui, pour toi, serait une bande originale magnifique d'un film. Une musique. Je sais que tu es un amoureux de musique aussi. Je suis un amoureux de la musique. Et pendant que tu réfléchis, donc, je rappelle que pour ceux qui nous écoutent, parce que ce podcast sortira avant Ducobu 5, qui s'appelle Ducobu passe au vert, sortira le 3 avril 2024 au cinéma. Et on se quitte en musique. Moi, j'ai une folie. J'adore le jazz. Ouais, je sais. J'adore un pianiste en particulier qui s'appelle Bill Evans. Ouais. Et il y a une chanson de Michel Legrand qu'il a interprétée et qui s'appelle You Must Believe in Spring. Ok. Donc, si tu vas la mettre? Je vais la mettre, ouais. Voilà. Alors, tu trouves dans version. l'album You Must Believe in Spring, Bill Evans. Ok. Et tu mets ça et tu vas voir. C'est magnifique. Ok. Bah, merci encore, Élie, d'avoir été mon premier invité. Très content. Avec très autant de générosité comme d'habitude. Je t'embrasse. C'est toi qui es généreuse. Et je vous embrasse tous aussi. Moi aussi, je t'aime. Et rendez-vous pour Retour vers le début, le prochain podcast avec un invité mystère. À très bientôt.